Donc, bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans cette formation greenwashing du secteur aérien. Je vais tout de suite vous partager mon écran, hop, pour commencer cette formation. Hop. Donc, pour celles et ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, je vais juste rapidement représenter ce qu'est Stay Grounded, rester sur Terre. C'est un réseau international qui a été créé en 2016 à Vienne et qui lutte en fait pour la réduction du trafic aérien et pour des modes de déplacement plus soutenables. Et concrètement, c'est principalement un réseau de collectifs, donc d'ONG, de syndicats, de groupes militants locaux qui luttent pour la justice climatique, en particulier dans le secteur aérien. Donc, on a plusieurs activités et sous-groupes de travail, notamment un groupe de travail sur le greenwashing, mais aussi sur la transition juste du secteur aérien. Et on essaye de propulser des temps forts sur la question de l'aviation et sur les fausses solutions de cette aviation. Par exemple, la compensation ou les biocarburants. On va voir en détail pourquoi ce sont de fausses solutions ce soir. Et voilà. Et moi, j'anime ce réseau-là au niveau français. Et je vais passer la parole à Capucine pour le programme de la soirée. Merci. Donc pour ce soir, dans la formation qu'on va voir, on va déjà commencer par définir ce que c'est que le greenwashing. Ensuite, on va regarder ce qu'on appelle les 7 péchés du greenwashing pour avoir une idée un peu plus précise des stratégies qui peuvent être mises en place par les différents acteurs et actrices. Donc ça peut être des institutions politiques ou des entreprises. On va aussi voir le lien en fait avec ces axes de greenwashing dans le secteur de l'aérien et les fausses solutions qui sont proposées par l'aérien. Ensuite, on fera un petit exercice pour mettre en pratique tout ce qu'on aura appris jusque-là. Et on finira en voyant comment on peut contrer les stratégies de greenwashing, quelles actions on peut mettre en place pour contrer les stratégies du greenwashing. Donc à la fin de la formation, vous aurez tout le PowerPoint et l'enregistrement sera disponible aussi. Donc ne vous inquiétez pas, vous aurez accès à toutes les ressources. Donc on va pouvoir commencer par cette définition du greenwashing. Je vous propose d'examiner ces images et d'écrire dans le chat ce que ces exemples ont en commun d'après vous. Donc on a trois publicités, je ne sais plus compter. Et qu'est-ce qu'elles ont en commun? Il y a du vert, dit Vincent, oui, Martial est d'accord, le vert partout, donc ça tout le monde est d'accord pour dire ça. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On utilise les codes visuels écolos pour des produits qui ne le sont pas, effectivement. Et donc pourquoi il y a des mots positifs qui sont mis? Et donc pour vous, d'après vous, pourquoi il s'agit de greenwashing est-ce qu'il s'agit de greenwashing, pardon? Et pourquoi, si vous pensez qu'il s'agit de greenwashing? Je ne sais pas si ma question est claire. C'est pas clair. Donc, est-ce que ces publicités sont du greenwashing? Et si vous pensez que c'est du greenwashing, pourquoi? Parce qu'ils mentent? Oui, Marie, mais pourquoi est-ce qu'ils mentent, d'après toi? On répond par écrit ou bien à l'oral? Je ne suis pas sûr. Je n'ai pas compris. Par écrit, c'est plus simple parce qu'on est nombreuses. D'accord. Greenwashing parce que ça induit en erreur. La pub est là pour vendre. Ils nous font croire qu'ils sont écolos alors qu'ils ne le sont pas. Ouais. Bah, vous avez tout plein d'éléments de réponse qui sont tout à fait justes. En fait, toutes ces entreprises, c'est des entreprises Coca-Cola, la marque de voiture là, que j'ai oublié. Tout ça, c'est des entreprises qui sont connues pour être assez peu respectueuses de l'environnement et pour recourir aux énergies fossiles ou encore pour participer à la destruction de l'environnement ou encore pour profiter de la consommation de masse. Et effectivement, ils mettent en avant des arguments et ils utilisent la couleur verte pour essayer de mieux faire passer la pilule. Donc, on va pouvoir passer à la diapo suivante. Donc, on vient de voir 3 exemples de greenwashing et le secteur aérien, il est assez expert pour mettre en place cette stratégie. Déjà, quand on examine l'aviation et les émissions du secteur pendant les dernières décennies,
mais aussi les projections pour les décennies qui viennent, on voit qu'il y a toujours des taux de croissance qui sont massifs pour ce qui est des émissions. Et c'est là, sur les graphiques, il ne s'agit que des émissions de CO2, alors qu'il existe aussi des effets qui ne sont pas liés au CO2, pardon. Avant le Covid, la pollution du trafic aérien, elle augmentait plus rapidement que dans la plupart des autres secteurs. Et pourtant, après la pandémie, le secteur aérien veut continuer à croire comme s'il s'était rien passé et comme si le réchauffement climatique n'existait pas. Et donc, dans d'autres secteurs, les émissions diminuent, mais elles continuent d'augmenter dans les transports, en particulier dans l'aviation. Et par rapport à ça, le lien avec le greenwashing, finalement, c'est que ces stratégies vont jouer un rôle très important dans la justification des plans de croissance. Et donc, c'est ce qu'on va voir un peu tout au long de la formation. Donc, l'avion vert, c'est à terre. Dans le guide Destination commune, le Stay Grounded aborde ce thème dans le narratif qui s'appelle « L'avion vert, c'est à terre ». On y trouve des informations sur la façon dont le secteur aérien a continuellement échoué finalement dans ses objectifs de réduction et s'est opposé à tous les durcissements des réglementations. Donc, on va revenir sur ces différents points plus tard, mais voilà, sachez que vous avez tout ce narratif disponible dans le guide Stay Grounded pour vous aider. Mais on va donc, avant d'aller en parler, de vraiment parler du greenwashing et de l'aviation, on va définir le concept pour mieux comprendre les stratégies mises en place par le secteur. Donc, la première définition, elle est donnée par Delmas et Burbano en 2011, et ils disent du greenwashing, que c'est une performance environnementale médiocre associée à une communication positive sur celle-ci. Donc, en fait, le greenwashing, on a aussi une deuxième définition qui est disponible. C'est un terme générique qui fait référence à une variété de communications et de pratiques trompeuses qui, intentionnellement ou non, induisent de fausses perceptions positives de la performance environnementale d'une organisation. Donc, en fait, ce qu'on voit avec ces définitions, c'est que le greenwashing, c'est aussi lié à d'autres stratégies de communication plus globales qui vont permettre aux entreprises et au secteur aérien de réaliser des bénéfices tout en causant beaucoup de tort, à la fois sur le plan écologique et social. Ces messages de greenwashing, ils ne sont pas diffusés en premier lieu, mais ils sont utilisés par le secteur et le lobbying dans les discussions politiques, par exemple sur la question climatique. Donc, les acteurs du greenwashing, ça peut être n'importe quelle organisation, ce n'est pas seulement des entreprises. On a aussi des gouvernements qui peuvent pratiquer ces stratégies. Et on entend aussi parler de fausses solutions. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Et parfois, on a l'impression que c'est utilisé comme des synonymes de manière interchangeable, mais on pourrait les distinguer d'une manière. Est-ce que vous voyez une distinction entre le greenwashing et les fausses solutions ? Vous pouvez mettre vos réponses dans le chat et après je dirai. Oui, et si oui, laquelle du coup ? Les fausses solutions, c'est sur l'avenir. Marie, c'est pas très explicite tes réponses. Je suis désolée. Alexandre dit que les fausses solutions, ce serait de l'action et le greenwashing de la communication. Ouais, c'est un petit peu ça. En fait, nous, le distinguo qu'on fait, c'est que les fausses solutions, c'est plutôt des politiques, des inventions ou des investissements qui ne s'attaquent pas à la cause du problème et qui vont être au service du greenwashing. Donc, en fait, on utilise les fausses solutions qui sont effectivement des actions pour communiquer et faire croire qu'on est vert, en gros. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ? Si vous n'en avez pas, on va pouvoir passer aux 7 péchés du greenwashing, parce que le greenwashing gagne de l'ampleur. C'est un problème qui est de plus en plus présent et ces dangers font l'objet d'une attention de plus en plus grande, à la fois de la part de la société civile, mais aussi de la recherche. Et on a un groupe de travail du CSSN, le Climate Social Science Network, désolé pour mon accent anglais, qui développe un nouveau cadre sur les stratégies de greenwashing pour finalement identifier les cas de greenwashing et les contrer. Le concept des 7 péchés du greenwashing dont on va parler aujourd'hui, il a été développé en 2007 par Tara Choice
et c'est un outil qui est vraiment très utile pour identifier facilement et mémoriser les différentes stratégies du greenwashing. Donc ces 7 péchés, ils peuvent être considérés comme les différentes stratégies utilisées pour induire en erreur sur les performances environnementales. Donc ce n'est pas spécifique à l'aviation, ça s'applique de manière générale à différentes entreprises et à différentes publicités, mais nous, on va essayer de les appliquer au secteur de l'aviation. Et ensuite, il y a aussi une étude d'EcoWatch qui a été faite en 2010 qui montre que 95% des plus de 4000 produits analysés étaient coupables d'au moins un de ces 7 péchés du greenwashing. Donc, on va développer les 3 premiers et ensuite, on abordera rapidement les 4 autres. Donc, le premier péché, c'est le compromis caché ou le cadavre dans le placard. Donc, selon vous, avant que je décrive un peu plus ce que c'est, dans l'exemple qui est mis sur la diapo, quel est le compromis caché ou le cadavre qui est mis dans le placard dans cette communication de l'aéroport d'Hambourg? Sachant qu'il est écrit « Les taxis électriques respectueux de l'environnement peuvent désormais se placer en tête de la file d'attente et bénéficient d'une voie réservée. » Communication officielle de l'aéroport. C'est pour les membres sénateurs et leur programme de fidélité. Effectivement, ce n'est pas pour tout le monde. Quel serait le compromis caché ou le cadavre dans le placard? Qu'est-ce qu'on cache? Effectivement, les taxis, c'est une part minime des émissions indirectes dans les aéroports. En fait, le problème ici, ce n'est pas l'existence des voitures électriques, même si dans certains cas, c'est une fausse solution et elles sont sujettes au greenwashing. Mais là, l'aéroport utilise cette pseudo-actualité pour se présenter comme respectueux de l'environnement, alors que la part la plus importante du problème dans un aéroport, ce n'est pas les émissions des voitures qui y circulent, mais bien celles du trafic aérien. Donc, c'est pour ça que c'est toujours important d'examiner de très près les objectifs dits zéro émission qui sont annoncés par les aéroports, parce que dans la plupart des cas, ça ne concerne pas les émissions au sol et les opérations de l'aéroport, ça concerne les émissions au sol et seulement les émissions de l'aéroport, les opérations de l'aéroport, et pas les émissions des vols. Donc, je le redis parce que je n'étais pas claire moi-même. Donc, dans la plupart des cas, les objectifs dits zéro émission ne concernent que les émissions au sol et les opérations de l'aéroport, et pas les émissions des vols qui sont au départ et à l'arrivée de celui-ci. Par exemple, là, je regardais le truc de l'aéroport de Lille et ils mettent en avant le fait qu'il y aura des pistes cyclables pour aller à l'aéroport de Lille. Bah ok, c'est cool de pouvoir aller en vélo prendre l'avion. Le deuxième péché, j'ai fini là-dessus. Ouais. Le deuxième péché, c'est le péché dit de manque de crédibilité ou de preuve. Là, dans cette image, d'après vous, quel est le péché? Enfin, en quoi c'est pas crédible ou en quoi on manque de preuves? Donc, on a sur la photo de l'avion, enfin, sur l'avion, il y a écrit que ça vole avec le biofuel. Donc, quel est le péché qui est commis là, finalement? La part de biofuel, ouais, ça représente très peu. Le biofuel à 100% n'existe pas. Voilà, bah, vous avez toutes les réponses, vous êtes au taquet, trop bien. Du coup, on parle d'absence de preuves ou de manque de preuves parce qu'on n'a pas toutes les données à disposition. On essaye de donner au public finalement le sentiment de faire un geste pour l'environnement, mais sans avoir les preuves suffisantes. Et c'est un comportement qui peut être nuisible ou dangereux. Et donc, on utilise finalement un processus aussi d'exagération de l'information qui devient finalement impossible à prouver. Il y a une étude scientifique qui a été faite effectivement, les biocarburants n'ont rien de bio. Donc, en 2021, il y a une étude scientifique qui a analysé la communication de 37 compagnies aériennes sur la compensation des émissions de carbone. Et sa conclusion, c'est que plus de 44% des revendications dites vertes des compagnies aériennes induisent les consommateurs et consommatrices en erreur. Pour certaines compagnies,
comme Air Canada et Swiss Airlines, c'est 100% des revendications qui sont trompeuses. Donc, dire aux consommateurs et aux consommatrices que leur vol est neutre en carbone, c'est complètement mensonger. Et c'est un peu ce qui est dit finalement aussi dans cette pub. Et en 2021, KLM a perdu son procès contre Eric Stam, qui avait révélé le greenwashing de la compagnie aérienne, qui est une compagnie aérienne néerlandaise, sur les activités polluantes. Donc KLM laissait, sur son site internet, KLM laissait entendre que le biocarburant a été utilisé à grande échelle, en précisant que les biocarburants sont mélangés au kérosène fossile conventionnel à hauteur de 50% maximum. Et la compagnie a en fait délibérément oublié de mentionner le pourcentage réel dans sa flotte, qui était en 2019 que de 0,18% de la consommation totale du carburant. Donc en fait, on avance quelque chose sans avoir l'intégralité des preuves et on fait croire que c'est vert grâce à ça. Ensuite, on a le troisième péché, qui est le péché illustré par cette image. Avant de vous donner son nom, est-ce que vous pouvez essayer de voir ce qu'il y a comme greenwashing dans cette image? C'est une publicité qui a été diffusée par Qatar Airways pendant le tournoi de foot. Donc, c'est le petit bandeau à l'arrière. Fly greener, excellent, tout à fait. Régis, je te propose de garder ta question pour tout à l'heure, pour qu'on en reparle. C'est subliminal, on va associer le vert à la compagnie. Merci Régis. Donc effectivement, c'est une publicité, donc le péché, c'est le péché du flou. On va recourir à une terminologie qui est trop générique ou mal définie pour être vraiment comprise. Et donc là, dans cette publicité, dans ce bandeau qui est diffusé, Qatar Airways laisse entendre, sans aucune preuve finalement, parce qu'on a juste ce petit slogan Fly Greener, que les passagers et les passagères pourraient voler plus vert s'ils partaient avec elle. Au Royaume-Uni, l'autorité qui régit la publicité, je vous passe le nom anglais parce que vraiment ce soir, j'arrive pas à parler bien anglais correctement. Donc c'est l'ASA. Donc elle a été sollicitée pour sévir contre le greenwashing, y compris pendant les événements sportifs. Parce que dans ce cas-là, on ne sait pas à quoi la mention plus vert fait référence. Et plus vert qu'avant quoi? Plus vert que les autres compagnies aériennes? Et puis, qu'est-ce que ça signifie finalement le vert? Effectivement, c'est un concept un peu creux. Donc, le greenwashing peut aussi faire usage d'effets visuels ou sonores. Et là, ça va être le cas avec la couleur verte. Et tout ça ne signifie rien en réalité, mais tout ça, les images et les sons, ça nous attire inconsciemment. C'est ce que disait Vincent dans le chat, c'est assez subliminal. Et donc, les quatre autres péchés qu'on va voir, on va voir le péché de non-pertinence. Donc, ça va être quand on déclare que quelque chose qui est techniquement vrai, mais en fait, ce n'est pas un facteur distinctif quand on recherche des produits écologiques. Donc, par exemple, un produit annoncé sans CFC, sans chlorofluocarbures, annoncer que le produit est sans CFC, en fait, c'est pas très pertinent parce que c'est des produits qui sont interdits par la loi. Donc, en fait, on recourt à quelque chose qui est vrai. Dans les faits, c'est vrai, mais c'est pas distinctif pour savoir si notre produit est écolo ou pas. Ensuite, on a le péché dit des moindres des deux mots. Donc, c'est quand on prétend être plus écologique que les autres produits de sa catégorie, alors que la catégorie dans son ensemble n'est pas respectueuse de l'environnement. Par exemple, il y a l'exemple de la cigarette, si on avait une cigarette biologique, ok, c'est peut-être plus écologique, mais ça reste une cigarette. Quelque chose qui fait peut-être un peu plus débat, de dire que manger des avocats d'Espagne, c'est bien, parce que c'est plus proche, mais ça consomme en fait autant d'eau que les avocats du Pérou. Donc, il y a quand même des problèmes qui restent. Le sixième péché, c'est celui de la triche ou du mensonge, quand on promeut quelque chose qui n'est tout simplement pas vrai. Par exemple, dire qu'un produit est certifié Energy Star alors qu'il ne l'est pas.
Et le 7e, le dernier, c'est l'utilisation de labels ou d'étiquettes qui sont faux ou trompeurs. Donc, on laisse entendre qu'un produit bénéficie de l'approbation de quelqu'un, enfin d'une organisation, ou d'une certification qui n'existe pas, souvent donc avec des faux labels. Et d'ailleurs, il y a aussi certains labels qui ne veulent pas dire grand-chose, comme PFC pour le bois, on ne sait pas exactement à quoi ça fait référence. Est-ce que vous avez des questions? J'ai peut-être été un peu vite, alors n'hésitez pas. Du coup, il y avait la question de Régis. Quand on parle de neutralité carbone parce qu'on fait de la compensation en plantant des arbres, est-ce que c'est aussi du greenwashing? Qu'est-ce que vous en pensez dans l'audience? Est-ce que c'est un argument de vente de greenwashing ou est-ce que... Oui, Alexandre, et pourquoi tu penses que ça en est un? Bonsoir. Ouais. Alors, pour moi, c'est du greenwashing parce que le concept de neutralité carbone ne veut rien dire, en fait. Enfin, quand je dis que ça veut rien dire, je ne sais pas trop comment l'expliquer exactement, mais surtout sur l'aspect des compensations, Mm. on ne peut pas considérer que quelque chose qui va peut-être advenir dans le futur pour avoir un impact positif en termes de bilan carbone peut compenser quelque chose, enfin des impacts qui sont déjà ici et maintenant et qui sont plutôt importants. Voilà. Ouais, c'est hyper intéressant et c'est à peu près ça. Enfin, c'est tout à fait ça d'ailleurs. Euh, Et donc, il y avait une autre question. Il y a des pratiques légales, mais de mauvaise foi, et d'autres illégales. Là-dessus, je ne saurais pas répondre. Charlène, je ne sais pas si tu as la... Est-ce qu'il y a des pratiques qui sont jugées illégales, des pratiques de greenwashing? Oui. Ouais. Il y a des pratiques de greenwashing qui sont illégales ou qui sont non recevables. Ou, par exemple, dans la publicité, les jurys de déontologie publicitaire nationaux peuvent épingler certaines publicités. Donc, c'est même pas la justice, hein, c'est l'organisme privé qui régule la publicité qui va juger que la publicité est greenwashée et qui va du coup l'épingler. Et là, dernièrement, dans la loi climat, on a un petit bout de loi qui justement interdit aux compagnies de se proclamer net zéro si jamais ça n'est pas fondé. Malheureusement, le décret d'application semble être assez faiblard. Donc pour l'instant, on n'a pas de jurisprudence pour voir qu'est-ce que cette loi va pouvoir faire. Mais c'est vrai qu'il y a, enfin voilà, un certain nombre de pratiques, en tout cas, ne sont plus tolérées à l'heure actuelle, ne passent plus, on dirait, parce que les gens ne sont pas dupes. Mais encore d'assez nombreuses autres pratiques restent monnaie courante et sont du greenwashing et doivent être dénoncées en tant que telles. Et je vous donnerai quelques pistes par la suite pour justement déposer des plaintes au jury de déontologie publicitaire ou faire d'autres petites actions de ce style qui sont assez faciles à faire et parfois assez efficaces. Merci. Eh bien, si vous n'avez pas d'autres questions, on va pouvoir passer à la suite. Et du coup, je te redonne la parole, en fait, Charlène. Yes, merci beaucoup. Du coup, on va plonger un peu plus dans ce qui caractérise l'aviation précisément, puisque juste avant, finalement, tout ce que Capucine vous a présenté et cette déclinaison en différents péchés du greenwashing, ça peut s'appliquer à n'importe quel secteur et que c'est d'ailleurs voilà, une manière de catégoriser le greenwashing qui peut vous être utile dans d'autres secteurs. Néanmoins, sur l'aviation, là, ce qu'on va essayer de faire, c'est de voir un petit peu quelles sont les fausses promesses ou les solutions que le secteur aérien apporte ou fait croire en fait pour continuer à voler comme avant. Et on va détailler un petit peu toutes les solutions technologiques qui sont le plus souvent des mirages et parler aussi de la compensation. Mais bon, vous avez l'air d'être calé, mais je vais récapituler tout ça quand même. N'hésitez pas à mettre des étoiles, enfin des plus ou des moins si vous saviez ou si vous n'étiez pas sûr, machin. Comme ça, je sais si je peux aller plus vite ou moins vite. Et il y aura un temps de questions à la toute fin. Donc, notez bien vos questions. Ça peut être un peu technique, mais ce sera très chouette de les entendre parce que peut-être que d'autres personnes dans la salle se posent les mêmes questions. Alors, qu'est-ce qu'on appelle fausse solution? En fait, il
il y a énormément de solutions que nous propose le secteur aérien. Vous avez peut-être déjà entendu parler de l'avion à hydrogène, par exemple. On va donc à Stay Grounded, on va parler de fausses solutions ou d'illusions vertes ou de mensonges verts, puisqu'en fait, ce sont systématiquement des solutions qui sont apportées qui ne fonctionnent pas, qui n'ont pas fait leurs preuves. En tout cas, on n'a pas voilà, de preuves que ces soi-disant solutions fonctionneront. Et pour autant, elles permettent au secteur de faire croire qu'on peut continuer comme avant, donc qu'on peut continuer à avoir une croissance de l'ordre de 3 à 4% par an du secteur. Les principales grandes thématiques sur lesquelles, du coup, je vais essayer de vous présenter en fait pourquoi ce sont de fausses solutions. Ça va être l'amélioration de l'efficacité, ensuite l'avion électrique, l'avion à hydrogène, les agrocarburants et les e-carburants. Et on verra ensuite la compensation. Pour toutes ces solutions-là, sauf la compensation, mais bref, vous avez aussi sur notre site internet des fiches qui s'appellent les fiches greenwashing, qui sont assez bien faites justement pour récapituler les principaux arguments. Et c'est vraiment des ressources qui sont super chouettes pour aller à un rendez-vous avec un élu, bien démonter en fait la communication d'un aéroport ou dans votre groupe local pour travailler sur le sujet de l'aviation et avoir une base fiable d'arguments contre ces fausses solutions. Donc, je vous ai mis dans la présentation les liens vers ces fiches greenwashing et vous pourrez les retrouver après cette formation. Alors, l'amélioration de l'efficacité. Qu'est-ce qui se passe en fait avec l'efficacité? L'idée, le principe, c'est que on améliore continuellement en fait les moteurs et on améliore continuellement du coup l'aérodynamisme également, enfin toute la conception en fait d'un avion. Et donc les avions sont de plus en plus efficaces, c'est-à-dire que avec la même énergie, donc avec la même quantité de kérosène, eh ben, ils vont pouvoir aller plus loin et donc rejeter moins de CO2. Le problème, en fait, c'est que même si cette technologie des avions s'est améliorée dans le temps, eh bien, elle a systématiquement été compensée par en fait, la croissance du trafic aérien. Le taux de croissance du trafic aérien, qui est de l'ordre de 4% par an, est largement supérieur au gain d'efficacité auquel on est actuellement de 1,3%. Et vous le voyez dans le petit graphique en dessous, en fait, on voit les gains d'efficacité avec la courbe bleue ici, qui progressivement se stabilise, c'est-à-dire qu'au début, on avait un gain d'efficacité qui était très fort dans les années 70 parce que les moteurs n'étaient pas très au point. Et puis progressivement, cette courbe se tasse, elle décroît de moins en moins vite, alors que la croissance par an, elle poursuit sa montée assez prodigieuse. Et donc, en fait, les gains d'efficacité qu'on a pu connaître par le passé ne sont absolument pas suffisants, tout simplement. Et par ailleurs, si on veut en revenir à une vision plus globale en fait, des émissions de gaz à effet de serre, les gains d'efficacité ne disent absolument rien sur le volume total d'émissions. Donc, même si on avait un avion super efficace, est-ce qu'on a au regard d'autres secteurs en fait, qui nous permettent de vivre, comme l'agriculture ou le bâtiment pour le logement, est-ce qu'on a vraiment envie de maintenir cette dépense-là de CO2, cette énergie-là, en fait, par rapport à d'autres secteurs qui sont plus importants. Donc, en gros, nous, ce qu'on dit, c'est que grâce aux technologies là qu'on a maintenant, on n'arrivera jamais, les gains d'efficacité ne permettront jamais à l'aviation de devenir soutenable ou de devenir verte. Donc, tous ceux qui nous vendent des moteurs super géniaux, etc. Il y a eu beaucoup de communication de la part d'Airbus, notamment, qui nous disait que les nouveaux avions qui sont produits désormais sont très performants. C'est vrai, mais malheureusement, ça n'est pas suffisant. Et en fait, on a même un problème, c'est qu'en fait, tous les nouveaux avions qui sont vendus, même s'ils sont moins consommateurs, moins gourmands en énergie que les anciens avions,
ils vont quand même émettre au cours de leur durée de vie un très grand nombre d'émissions de CO2 et en fait, systématiquement, dès qu'on vend un nouvel avion, on peut s'attendre à avoir au moins 20 ans d'émissions de la part de cet avion. Donc, on n'est pas du tout sur une quantité négligeable d'émissions. Régis, les hydrogènes verts et jaunes dans le même sac. Il n'y a pas d'hydrogène là dans mon discours. C'était seulement l'amélioration de l'efficacité pour les avions au kérosène. Je parle de l'hydrogène après. Effectivement, les émissions de CO2, vous avez raison, Yves a raison. À Stay Grounded, on met systématiquement les émissions en équivalent CO2 et c'est écrit en tout petit, donc on ne voit pas bien. Mais c'est pas le CO2 pur, effectivement. Les émissions de gaz à effet de serre autres que le CO2 sont 2 fois plus importantes que le CO2 seul. C'est entre 2 et 3 fois, a priori. Et donc, nous, on garde plutôt le chiffre de 3 fois et non pas 2 fois. Marc, est-ce que le coût en CO2 de la fabrication de nouveaux avions est en hausse? Je n'en sais rien, mais c'est vrai qu'il y a aussi toute l'énergie grise de fabrication des avions qu'il faut compter dans la totalité du cycle de vie et qui sont la plupart du temps non comptabilisés aussi par ces compagnies qui nous vendent par ces constructeurs qui nous vendent de nouveaux avions. Mais oui, elle compte un peu sur le cycle de vie d'un avion. Normalement, il faudrait la compter. Là-dessus, je ne sais pas si elle est en augmentation du tout, donc je ne peux pas vous répondre. Quand ils disent que l'aviation ne représente que 2% des émissions de gaz à effet de serre, c'est faux, effectivement, Yves. C'était dans la formation de lundi. En fait, c'est plutôt c'est autour de 2,6%, enfin entre 2 et 3% du CO2, mais pas du réchauffement. C'est-à-dire qu'il y a donc ce x3 des effets hors CO2 qu'il faut comptabiliser. Et sachant qu'effectivement, 2%, c'est déjà énorme parce que c'est bien plus qu'un pays comme l'Allemagne, par exemple, pour la totalité de ses émissions. Donc ça, vous pouvez retrouver notamment sur notre site internet, il y a une page entière sur la question des effets non CO2, comment on les comptabilise, pourquoi, et est-ce qu'on peut les atténuer également. Ce n'est pas traité dans cette formation, mais si jamais vous allez fouiller sur le site restersurterre.org, vous devriez trouver. Sinon, je vous l'enverrai par la suite. Voilà. Donc, pour l'amélioration de l'efficacité, le compte n'y est pas et quand bien même, on aurait toujours en fait des émissions. Et d'autant plus que l'effet rebond, en fait, peut conduire à des émissions encore plus importantes. Donc, vous avez sûrement entendu parler d'effet rebond. C'est quelque chose qui est relativement fréquemment cité dans d'autres secteurs. Et il se trouve qu'en fait, donc, c'est aussi appelé le paradoxe de Jevons, c'est le fait que quand quelque chose devient plus efficace, on a tendance à y recourir davantage parce que c'est moins cher. Et du coup, il y a effectivement un effet rebond qui peut se constater sur l'aviation quand les vols sont moins chers. Et donc, on y serait encore moins. Voilà pour... pardon, j'ai passé un peu trop vite. Ma slide est bizarre. Voilà pour l'amélioration de l'efficacité. On va voir maintenant les agrocarburants. Donc, de nombreux constructeurs et compagnies aériennes vont nous dire que une des solutions serait de passer sur des carburants d'aviation dits durables ou agrocarburants ou biocarburants. Bon, je vais vous expliquer la différence entre tous ces termes. Globalement, c'est une question de ce qu'on veut véhiculer comme narratif. Donc, je vous renvoie à la formation de lundi dernier. Finalement, quand on parle d'agrocarburant ou de biocarburant ou de carburant d'aviation durable, les fameux SAF, Sustainable Aviation Fuels, on parle toujours de la même chose, mais c'est juste que l'aviation veut nous faire croire que ces carburants sont durables, donc elle les appelle carburant d'aviation durable ou SAF, Sustainable. Et nous, on préfère les appeler agrocarburants parce que ça reflète davantage la réalité de ce qu'ils sont. Ce sont des carburants qui sont réalisés à partir de cultures ou de déchets, ça dépend,
qui vont être végétaux, ou, enfin, oui, donc de la matière en fait organique transformée en carburant. Le problème, c'est que donc, sur le principe, c'est une solution qui serait disponible dès maintenant. Parce qu'en fait, on peut rajouter une petite proportion de SAF à des moteurs déjà existants. Donc, on n'a pas besoin de changer la totalité de la flotte d'avions qu'on a. On a déjà la possibilité d'incorporer un certain nombre un certain pourcentage d'agrocarburants dans les réservoirs des avions. Mais le problème, c'est que d'une part, le secteur aérien prétend souvent n'utiliser que des déchets. Or, ça n'est pas le cas. La plupart du temps, en fait, on va créer des plantations entières d'huile de palme ou autres pour produire ces carburants d'aviation durables, soi-disant. Il y a même des raffineries entières qui sont reconverties comme ça. Ça a été le cas notamment à la Med, près de Marseille. La raffinerie a été transformée en bio-raffinerie, notamment pour l'aviation. Et donc, le problème, c'est que ça produit d'assez graves problèmes environnementaux et sociaux, parce que quand on fait ces plantations-là, on détruit des écosystèmes entiers et on met également une grande quantité de pesticides pour pouvoir faire pousser ces plantations-là. D'autre part, les émissions de carbone, en fait, liées à ces cultures agricoles sont assez fortes. D'une part, à cause de ces pesticides, justement, dont je vous parle, qui sont riches en azote, et d'autre part, parce qu'on a rasé des forêts qui parfois stockaient elles-mêmes du carbone. Donc, en fait, le bilan n'est pas du tout neutre, mais comme on ne prend pas la totalité du calcul et qu'on ne considère pas toute la partie qu'on a rasée, en fait, on fait croire que le bilan serait positif par rapport aux émissions des fumées liées à la combustion de ces agrocarburants. Et puis, le problème aussi qui est assez fondamental et très grave, c'est qu'il n'est pas du tout exclu que ces agrocarburants viennent en concurrence avec les cultures alimentaires. Donc, en fait, progressivement, ce qui va se produire, c'est qu'il va y avoir une concurrence pour l'accès aux terres arables, pour pouvoir soit planter des choses qui nourrissent le monde, soit planter des choses qui permettent aux riches de s'envoler. Et donc, très clairement, là-dessus, c'est assez grave. Et puis, un autre problème, c'est que les agrocarburants, jusqu'à maintenant, n'ont pas du tout décollé. On n'a pas, en fait, le secteur aérien, depuis des décennies, se fixe des objectifs d'incorporation d'agrocarburants. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau, hein, voilà. Mais systématiquement, ces objectifs sont en fait non atteints. Et c'est assez drôle à regarder si vous feuilletez le guide Destination Commune, dont je vous renverrai le lien. Il y a un graphe qui montre ça, en fait, qui montre à chaque fois l'objectif et le lien avec le fait qu'il ait été atteint ou pas. Et on constate qu'il est très, très peu atteint, malheureusement. C'est vraiment... souvent, le secteur aérien va se mettre un objectif de 6% de SAF et puis on reste à 0,1%, donc on plafonne, on est complètement au ras des pâquerettes. Donc, même si tout ce que le secteur nous dit marchait, on n'a pour l'instant aucune intensification de la production d'agrocarburants et donc, en fait, on vole toujours au kérosène. Et puis, dernière chose, les ressources en termes de déchets sont limitées. Souvent, on a eu, par exemple, l'ancien ministre des Transports qui nous faisait croire qu'on pourrait voler avec de l'huile de friture. On raconte souvent ça, ça fait la une des journaux parce que les médias adorent. Mais on dit, voilà, on va pouvoir voler en mangeant des frites. Bref, et en fait, pas du tout. C'est juste complètement anecdotique. C'est pas scalable. Il n'y a pas du tout la ressource en frites, en huile de cuisson, pour pouvoir faire ce type de choses. Donc, ça n'a aucun sens. Et le problème également, c'est qu'il y a énormément de fraude
Ça a été montré notamment par l'association Canopée qui a sorti un rapport là-dessus. C'est une association qui se bat pour les forêts. Et Canopée expliquait qu'en fait, il y avait toute une fraude qui se mettait en place sur le fait de faire croire que c'était des huiles usagées, alors qu'en fait, on était juste sur des nouvelles huiles ou des huiles qui, en fait, provenaient de la déforestation dans différentes parties du globe. Donc, globalement, les agrocarburants ne remplissent pas non plus les promesses que le secteur leur fait tenir et ne sont pas du tout une solution. Voilà pour les agrocarburants. Si ça va, du coup, vous trouvez dans le guide notamment un exemple assez intéressant. Je ne vais pas détailler davantage, mais c'est une étude de cas d'une raffinerie d'agrocarburants au Paraguay. Et en fait, c'est toute une histoire en fait, qui vous est racontée sur la manière dont les populations là-bas ont été expropriées de leurs terres pour pouvoir construire cette raffinerie. Et il y a beaucoup de violences, de violations de leurs droits humains et beaucoup aussi de recours à des graisses animales qui sont donc en fait susceptibles de booster l'industrie bovine, ce qui n'est pas du tout bon pour le climat, puisque vous le savez, les bovins rejettent du méthane et ont un bilan carbone relativement désastreux. Et puis, en fait, on a toujours ce problème de, finalement, c'est dans les pays du Sud global que l'on va implanter ce type de méga-industrie pour permettre à des personnes dans le Nord de voler encore comme avant. Voilà. Alors, les e-carburants maintenant. Donc, les e-carburants, c'est un peu différent des agrocarburants. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est souvent, l'industrie va parfois dire Sustainable Aviation Fuels pour les deux, pour à la fois les agrocarburants et les e-carburants. Nous, dans les fiches greenwashing, on a deux fiches distinctes. Donc, vous pouvez, en fonction du cas, aller piocher les informations dans l'une ou l'autre. Le principe du e-carburant, c'est en fait qu'on va fabriquer directement un nouveau carburant en combinant de l'hydrogène et du carbone. Et on fabrique du coup de toutes pièces un hydrocarbure liquide. Donc l'intérêt, c'est qu'on prend du carbone, donc il n'est pas rejeté dans l'atmosphère. Et idéalement, on utilise pour cela de l'hydrogène qui doit être vert, du coup de l'hydrogène qui est extrait de l'eau par électrolyse à l'aide d'énergie renouvelable. Donc voilà. Sur le principe, c'est assez chouette, c'est assez novateur, ça a l'air d'être pourquoi pas une solution. Et les e-carburants, pour le coup, peuvent également, comme pour les agrocarburants, être utilisés directement dans les avions existants, à la place du kérosène produit à partir de combustibles fossiles. Donc à première vue, on est quand même sur une solution qui a l'air plus robuste que les autres. Néanmoins, en fait, le grand problème avec les e-carburants, c'est qu'on a un gaspillage d'énergie très conséquent pour produire ces e-carburants. Parce qu'en fait, on va devoir du coup avoir suffisamment d'hydrogène vert qu'on va combiner avec du carbone, etc. Tout ce processus, en fait, est extrêmement, extrêmement énergivore. Et globalement, si on voulait utiliser des e-carburants pour tous les vols actuels, il faudrait plus du double de l'énergie renouvelable disponible dans le monde. Or, cette énergie renouvelable, on n'en a déjà pas pour faire d'autres trucs. Donc, en fait, si on tient compte de tous les autres secteurs qui doivent se décarboner, de la demande qui explose en hydrogène ou en électricité, pardon, pour les voitures électriques, par exemple, en fait, pareil, on est sur un truc qui n'est pas du tout scalable. Et on peut encore une fois se demander si c'est à l'aviation en priorité de bénéficier de cette énergie. Et d'autre part, ce qu'il faut voir, pardon, je n'ai pas mis le truc, ce qu'il faut voir, c'est également que les e-carburants ne sont pas disponibles tout de suite, en fait. Même si on pourrait les utiliser dans les avions existants, ils sont au stade pilote et la technologie n'est pas mature. Notamment la technologie pour extraire le CO2 de l'air et le combiner ensuite avec l'hydrogène. Ça, c'est pas du tout au point. Donc, en fait,
à l'heure actuelle, c'est maintenant, tout de suite et en valeur absolue qu'il faut réduire nos émissions. Et donc, ça ne fonctionne pas avec ces e-carburants. Et par ailleurs, il faut noter que, en plus de tout ça, eh bien, les effets hors CO2 dont on a parlé tout à l'heure, donc les effets qui triplent le bilan carbone globalement de l'aviation, eh bien, sont toujours présents avec ces e-carburants. Donc, on n'a pas atténué cette partie-là. Donc, c'est ce que montre le graphe un peu plus bas. En bleu ciel, vous voyez le potentiel d'atténuation, donc qui est minime en fait par rapport au début du déploiement en se disant qu'on peut incorporer 5% de e-carburant. Donc voilà pour ça. Et en gros, ce qu'il faut se dire, c'est qu'à l'heure actuelle, les substituts aux combustibles fossiles ne sont vraiment que des gouttes d'eau dans l'océan de pollution du secteur de l'aviation. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on a vu un peu au début avec ces principes de greenwashing, c'est qu'en nous disant que ces carburants durables, donc, avec des gros guillemets, les carburants d'aviation durables existent, et ben, le secteur en fait continue de voler au kérosène de manière très massive et ne réduit absolument pas ses émissions. L'avion à hydrogène. Alors, ça, vous en avez sûrement entendu parler parce que Airbus nous a fait pas mal d'annonces sur le sujet dernièrement. Et puis, bon, on peut se douter qu'il y a anguille sous roche. Donc, le principe ici, c'est de remplacer le kérosène par de l'hydrogène. Donc, on n'a plus un moteur avec du kérosène. Donc, c'est un tout nouvel avion, hein, c'est complètement différent. Le problème, c'est que, d'une part, cette technologie n'existe pas. Elle arriverait au plus tôt, et selon Airbus, en 2035. Il faut savoir d'ailleurs qu'il n'y a que le constructeur Airbus qui s'est lancé dans cette prospective, on va dire. Boeing n'est pas du tout parti là-dessus. Donc, 2035, pourquoi c'est trop tard? D'une part, parce que c'est maintenant qu'il faut réduire les émissions, et d'autre part, parce qu'en fait, il faudrait encore au moins 10 à 15 ans pour renouveler les flottes, si tant est que les compagnies le fassent. Donc, c'est encore sur les compagnies que ça va peser. Donc, 10 à 15 ans, ça nous mène en 2050. En 2050, c'est beaucoup trop tard pour réduire nos émissions. L'autre problème de l'hydrogène, c'est qu'en fait, il est assez difficile à stocker. Il va falloir le stocker dans les avions. Donc, c'est aussi pour ça que c'est complexe de designer un nouvel avion à hydrogène. C'est parce que ce sur quoi planche Airbus, c'est des avions qui n'ont pas du tout la même tête que les avions dont on a l'habitude. Enfin, la totalité même du design de l'avion doit être repensée. Ce n'est pas seulement juste le moteur qu'on va changer. Et a priori, on serait capable de stocker seulement de l'hydrogène pour des courts ou des moyens courriers. Donc, impossible de faire des longs courriers. Donc, concrètement, l'avion, quand il est utile, c'est plutôt sur des longs courriers parce que c'est plutôt ça qui est difficile à faire ou à remplacer par le train. Et là, ce qu'on propose, c'est de remplacer plutôt des moyens courriers. Donc, ça n'a pas beaucoup de sens selon nous, alors que les alternatives existent, en particulier le train. Qu'elles permettent déjà, si elles sont bien, si on investit correctement dans le train, de relier facilement, en fait, par exemple, toutes les capitales d'Europe. Là encore, pour produire l'hydrogène, il va falloir une énorme quantité d'énergie renouvelable si on veut que ce soit de l'hydrogène vert. Donc, pour répondre à, je crois que c'était Régis qui disait tout à l'heure, est-ce que vous faites la différence? Oui, il faut la faire, mais effectivement, le secteur aérien ne nous dit pas quel type d'hydrogène ce sera. Et il y a fort à parier qu'il n'y a pas de possibilité de structurer suffisamment vite une filière d'hydrogène vert, qui plus est, qui va être en concurrence, encore une fois, avec d'autres secteurs. Encore une fois, les effets hors CO2 sont toujours présents. Et voilà, c'est ce que je disais par rapport à la structuration de la filière, c'est que ça requiert des infrastructures totalement nouvelles, en fait, ne serait-ce que pour faire le plein, par exemple, les avions aujourd'hui, ils font le plein de kérosène, c'est facile parce que tous les aéroports ont le moyen de leur faire le plein de kérosène pour que ça fonctionne, quoi. Un terminal avec de l'hydrogène n'aurait pas du tout la même tête. Il faut tout repenser. Et donc, sur le court terme, ça ne fonctionne pas.
du tout, du tout. A priori, nous, ce qu'on pense, c'est que les avions à hydrogène relèvent du mythe, que c'est quelque chose que l'industrie, c'est un virage que l'industrie essaye de prendre pour le plus long terme, mais que c'est en aucun cas une solution, et que même si c'était possible d'arriver à un avion à hydrogène, à quoi bon, puisqu'en fait, il va remplacer la plupart du temps des trajets qui sont faisables avec d'autres moyens de transport. Donc, y a pas vraiment ça n'a pas vraiment de sens de créer un avion à hydrogène. L'avion électrique. Alors, l'avion électrique, qu'est-ce que c'est? Donc, le principe, c'est d'avoir un avion qui est sur batterie. Donc, on alimente, là encore, selon le secteur aérien, un avion avec des énergies renouvelables et absolument zéro émission. Bon, outre le fait que vous savez bien qu'il y a une énergie grise et donc ce n'est pas zéro émission quand on conçoit un tout nouvel avion. Il se trouve qu'on est loin de la décarbonation totale de la production d'électricité. Donc là aussi, il y a encore tout un tas de fausses, de mensonges qui sont véhiculés par l'industrie. Et par ailleurs, le principal problème, c'est que les batteries sont très lourdes et qu'en plus, leur poids ne diminue pas tout le long du voyage. C'est-à-dire que quand vous avez une cuve de kérosène, au fur et à mesure que vous cramez du kérosène, l'avion se fait plus léger et donc il a moins besoin d'énergie pour voler. Là, le problème, c'est que les batteries, il faut les transporter du début jusqu'à la fin. Et en l'occurrence, on estime qu'il faut 25 à 30 kilos de batterie pour remplacer 1 kilo de carburant. Donc, c'est vraiment colossal pour un engin qui doit voler. Donc, à l'heure actuelle, les avions électriques, mais par contre, c'est fort probable qu'ils voient le jour, mais ils sont uniquement viables pour des tout petits appareils qui sont un peu des avions taxis qui peuvent transporter jusqu'à 8 ou 10 personnes et qui vont pouvoir faire des petits vols pas très longs. Voilà, d'une ville à l'autre ou autre. Mais donc, c'est un peu cette image taxi volant qu'il faut avoir quand on parle d'avion électrique. C'est absolument pas l'avion tel qu'on le connaissait qu'on va remplacer avec ça. Et là encore, la question, c'est toute la question des usages, puisque si l'avion électrique ne serait viable que pour des vols de moins de 1000 km et donc si on voit gros moins de 80 personnes, en fait, on est sur des toutes petites émissions du secteur, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur une niche par rapport aux autres vols. Et en plus, c'est une niche qui probablement profite principalement à une clientèle relativement aisée. Donc, l'avion électrique, quand on vous dit tout va bien se passer, on va décarboner le secteur aérien grâce à l'avion électrique, eh bien, on vous ment, en tout cas dans les termes actuels du débat. Voilà. Enfin, la compensation. Alors, on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure grâce à vos questions. La compensation, c'est donc le fait de planter des arbres pour compenser les émissions d'un vol et ou de créer des projets d'électricité, de barrages ou de choses de ce type pour compenser. Donc, le principe, c'est que des émissions qui vont être réalisées sont sont compensées par des financements de projets qui réduisent les émissions ailleurs. Et le ailleurs est important, puisqu'en fait, très souvent, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec les agrocarburants, mais c'est la même chose avec la compensation. On va implanter des projets dans d'autres parties du monde, donc principalement dans le sud global, pour pouvoir continuer à voler dans le nord. Ce qui se passe, c'est que d'une part, je ne sais pas si vous avez déjà vu une forêt une forêt de compensation, mais moi, la première fois qu'on m'en a montré c'était lors d'un webinaire en fait, où une personne du Paraguay, je crois, ou du Brésil, montrait en fait ce qui avait été fait aux communautés chez elle. Et j'ai été vraiment très choquée. Je me suis mise à pleurer. Parce que en fait, les forêts sont juste des alignements d'arbres. C'est plus du tout une forêt, c'est juste on a planté une espèce de gigantesque comme ça champ d'arbres.
Et pour le faire, on a détruit en fait un écosystème auparavant. Et en plus, on va souvent mettre des pesticides, faire en sorte que la forêt tienne le coup pour pouvoir compenser tout ce qu'elle est censée compenser. Et donc les populations, en fait, dans cette plantation avaient des glaucomes, en fait, avaient des infections de l'œil qui étaient liées à cette utilisation massive de pesticides. Et donc c'était terrible, en fait, de constater euh, que ce projet n'avait vraiment aucun sens et avait un impact direct, en fait, sur les populations pour un effet qui est même pas qui est même pas avéré, puisqu'en fait, vous l'avez assez bien dit tout à l'heure, enfin, je sais plus qui est la personne qui l'a dit, mais ce qui se passe, c'est que quand on plante un arbre là maintenant, donc vous prenez votre vol et puis vous plantez votre arbre. Bah, il se trouve que le vol, c'est sûr que les émissions ont été émises. Il n'y a pas de souci, elles ont été émises. Par contre, l'arbre, c'est pas du tout sûr qu'il survive, d'autant plus dans un monde qui se réchauffe et qui se contraint et qui est de plus en plus compliqué. Donc en fait, tout le calcul de la compensation, c'est un faux calcul parce que il n'y a pas de certitude qu'on ait cette réelle compensation des émissions. Et puis, en fait, du coup, c'est pour ça que nous, on va considérer que la compensation qui finalement donne bonne conscience aux gens qui n'ont pas ces mécanismes en tête, eh bien, c'est un genre de trafic d'indulgence moderne. C'est-à-dire que c'est comme quand on pouvait acheter sa place au paradis auprès du clergé. Là, on achète sa bonne conscience pour pouvoir continuer à voler, pour pouvoir finalement participer à la croissance du trafic aérien sans se remettre en question. Et là, à ce propos-là, si jamais vous avez le temps et que ça vous intéresse, je vous recommande la petite vidéo qui est mise en lien dans la vignette. En fait, c'est juste pour montrer l'absurdité du principe de compensation. C'est une mini vidéo en anglais, mais vous avez les sous-titres en français si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais. Et le principe, c'est que c'est une enquête de Sherlock Holmes. Et Sherlock Holmes dévoile le meurtrier. Sauf que le meurtrier dit comme ça, bah non, parce que j'étais allé voir Jack l'Éventreur et je lui avais payé une compensation de meurtre. Et du coup, j'avais le droit de tuer, en fait, parce que pendant un mois, Jack l'Éventreur n'a pas tué. Et bref, c'est assez. Enfin, voilà, c'est pour montrer l'absurdité totale de ce type de mécanisme. Il y en a d'autres. Vous pouvez aussi acheter. Enfin, il y a une autre vidéo où on peut acheter un droit à tromper son mari ou sa femme, je ne sais plus. Et puis après, la personne se fait démasquer et elle dit mais non, j'avais acheté ma compensation, donc il n'y a pas de souci. Bref, c'est très drôle. Enfin, si ça n'était pas aussi dramatique. Et la fiche compensation, la fiche greenwashing compensation arrive bientôt. Enfin, elle n'existe pas encore, mais elle arrive. Dernière chose sur la compensation, il y a aussi énormément de fausses solutions qui sont impulsées directement au plus haut sommet en fait, de l'Organisation de l'aviation civile internationale, donc l'OACI, c'est les mécanismes de marché. En fait, vous le savez peut-être si vous étiez là lundi dernier, mais ce qu'on a expliqué, c'est que l'aviation n'est même pas concernée par l'accord de Paris, parce que l'accord de Paris, en fait, consiste en un accord de contribution volontaire de chaque État, et qu'en fait, dans les bilans carbone des États, il n'y a pas l'aviation, parce qu'on ne sait pas où la mettre entre deux pays, enfin, l'aviation en tout cas internationale, a son propre, finalement, calcul d'émissions et donc son propre mécanisme de compensation qui s'appelle CORSIA. Donc CORSIA, c'est pour, je ne sais plus, j'ai un trou sur le, mais bon, désolé, c'est un acronyme pour voilà, en anglais, pour un régime de compensation et de réduction carbone pour l'aviation commerciale. Globalement, l'idée, c'est que, en gros, l'aviation va devoir mettre sur le marché un certain nombre de crédits de compensation et
Et la stratégie là derrière, c'est qu'en fait, on pourrait continuer à émettre au niveau de l'aviation en réalisant des compensations d'émissions ou des économies d'émissions, en gros, dans d'autres secteurs. Donc déjà, le problème intrinsèque de ça, c'est que ça repose sur la compensation. Donc, c'est déjà mal parti, entre guillemets. Mais en plus, il y a plusieurs autres problèmes. C'est que le système d'échange est basé sur des calculs erronés. Donc, on a parlé tout à l'heure des émissions hors CO2. Bah, il se trouve qu'elles sont complètement pas dans le calcul. Donc, on ne parle que des émissions de CO2 pures. D'autre part, le carbone n'est pas du tout assez cher, en fait. Les certificats sont de bon marché et pour l'instant, en fait, il n'y a pas, y a pas en fait voilà, un carbone qui est suffisamment cher pour réduire les émissions. Et puis en plus, la première phase en fait de Corsia est volontaire, donc c'est même pas obligatoire. Il n'y a finalement aucune régulation faite par le secteur lui-même là-dessus. Donc là-dessus, c'est vraiment assez grave et ce qui est très problématique en fait, c'est que finalement, quand on va aller chercher les décideurs politiques en leur demandant de mettre en place des mécanismes qui permettent de réguler l'aviation et de commencer en fait à envisager sa décroissance, qui est même selon l'ADEME en fait le seul scénario sûr pour réduire les émissions du trafic aérien. Eh bien, on s'aperçoit que les décideurs politiques vont systématiquement nous renvoyer à ce système Corsia en nous disant il n'y a pas de souci, l'aviation se gère, il y a Corsia, etc. Alors que justement, ce mécanisme-là n'est ni fiable ni efficace en fait et a été, enfin, c'est même pas nous qui le disons en fait, c'est même la Commission européenne a sorti un rapport qui montrait que Corsia n'était pas efficace. Voilà. Donc là-dessus, c'est encore un problème entier à déconstruire pour faire en sorte que l'aviation ne soit plus le passager clandestin en fait des émissions, mais revienne dans un système où elle peut être régulée et contrôlée par de vrais organismes qui font en sorte que ces émissions baissent. Voilà pour Corsia. Ah, bah je l'ai là le magnifique schéma. Donc, c'est celui dont je vous parlais tout à l'heure, c'est l'incorporation des SAF, enfin donc des carburants d'aviation durable avec des gros guillemets. Ce que montre le graphe, c'est simplement que en 2008, la cible pour 2017, c'était du coup de mettre 10% d'agrocarburants ou de carburants d'aviation durable, appelons-les comme ça, même s'ils ne le sont pas. Donc, en 2008, c'était ça la cible. Et en fait, tout en bas, donc l'espèce de petite... les pointillés là, qui sont tout en bas et qui ne décollent pas du tout, où il y a utilisation réelle, et ben, en fait, c'est l'incorporation réelle des SAF. Et donc, la cible de 10% a bien évidemment été complètement pas atteinte. Donc ensuite, autour de 2010, ils ont remis une cible pour 2020 qui était à 6%, qu'ils n'ont pas atteinte. Et ensuite, du coup, autour de 2020, ils ont mis une cible pour 2025 qui était à 2%. Est-ce qu'on est vraiment obligé de les croire quand ils disent qu'ils vont l'atteindre, sachant la tête de la courbe préalablement? Il est fort probable que cette cible ne soit pas du tout atteinte non plus. Et là-dessus, vous avez une ressource que je trouve assez intéressante aussi, mais qui est en anglais. C'est donc la ressource des missed targets, donc les cibles qui n'ont jamais été atteintes dans l'aviation, parce qu'il n'y a pas que ce cas-là, en fait, il y en a plein. Voilà pour ça, je sais, j'ai peut-être été un peu vite, pardon, mais je vous en prie, c'est le moment des questions, si vous en avez. Attendez, je vais mettre ça là, ça je vois. Oh là là, mais plein de gens ont dit plein de choses pendant que je parlais, j'ai rien vu, je suis désolée. Je ne sais pas s'il y avait si vous avez une question ou une réaction, mettez une étoile dans le chat parce que je n'ai pas du tout regardé le chat pendant... Vas-y, Marc.
Alors, ton micro est peut-être coupé parce que je t'entends pas. Pardon. Oui, vas-y. C'est par rapport à l'hydrogène, en fait. C'est une combustion de l'hydrogène qui est faite dans l'hypothèse du déploiement de ce type de... Et donc, ça conduirait à des émissions massives d'eau dans les parties élevées de l'atmosphère. Et il me semble avoir compris de la précédente formation que c'était ces contributions d'émissions particulièrement sous-estimées et presque supérieures à celles du CO2. J'ai bien compris? Ouais, tout à fait. C'est vrai que c'est quelque chose qui est mésestimé à l'heure actuelle. Après, comme je l'avais dit la dernière fois, la vapeur d'eau, elle a tendance à se dissiper beaucoup plus vite que le CO2, donc c'est un moindre problème. C'est-à-dire que, enfin, si on arrête l'aviation totalement, ce que je ne souhaite pas parce que ça va être très compliqué pour les travailleurs, mais imaginons qu'on arrête du jour au lendemain, en fait, on n'a plus du tout ce problème de réchauffement dans 20 jours, quoi. C'est vraiment, alors que ce n'est pas du tout le cas pour le CO2, où il va rester dans l'atmosphère plusieurs centaines d'années. Donc, globalement, voilà, je ne sais pas comment l'industrie l'imagine. Je ne suis même pas sûre qu'elle l'envisage, enfin, parce qu'elle passe son temps à nier ces effets hors CO2. Mais c'est une très bonne remarque. Ouais. Ouais, il y aura forcément ça. Pas de souci, Aurélien. Mais c'est pas grave, on pourra se reparler, se recontacter si tu le souhaites. Bonne soirée. J'espère que ouais, ça a répondu à ta question, Marc. Effectivement, je la reposerai dans mon entourage pour voir comment l'aviation répond à cette question-là. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou d'autres questions? Non, ça va, c'était clair? C'était un peu technique et un peu abrupt. Mais en tout cas, très chouette si vous n'avez pas de questions. Eh ben, si vous n'avez pas de questions, on peut passer à la petite mise en situation. Et ouais, c'était dense, mais vous inquiétez pas, vous aurez les slides et toute l'explication. Et si jamais vous voulez vous y référer, je vous recommande vraiment les fiches greenwashing au risque de me répéter. Et ben passons à la suite, Capucine. Ça te va? Allez. Ouais, il y a le résumé avant. Mais... Ah, il y a le résumé. Bon, ben, le résumé, c'est qu'il faut démonter les fausses promesses pour pouvoir justement arriver à faire en sorte que le secteur aérien réduise tout simplement ses émissions, et cette réduction d'émissions, elle passe nécessairement par une décroissance du secteur qui doit être planifiée avec les travailleurs du secteur et qui doivent, enfin voilà, il faut cesser en fait de nous vendre des mythes qui retardent en fait l'action climatique, puisque la plupart des développements techniques qui nous sont promis n'arriveront pas assez à temps pour contenir l'élévation de la température à 1,5 degré, voire 2, franchement, j'aurais envie de dire ça. Oui, enfin, c'est sûr. Voilà. Et on a des ressources complémentaires, donc les fiches greenwashing, au risque de me répéter, et un rapport qui était plus ancien, mais qui est aussi très chouette et très documenté, qui s'appelle l'illusion de l'aviation verte, qui est disponible sur notre site internet. Voilà. À toi, Capucine. Et donc, pour la mise en pratique, on vous propose donc d'étudier plusieurs cas de greenwashing. Tu peux passer à la slide suivante, Charlène, s'il te plaît. Et pour chaque cas, vous aurez des questions qui vont pouvoir guider votre réflexion. Donc, la première, c'est quelles fausses solutions pour le secteur aérien est ou sont mises en avant? Quelle stratégie de greenwashing est utilisée dans le cas qu'on vous donne ou sont utilisées? Il peut y avoir plusieurs péchés du greenwashing qui sont utilisés en même temps. Qu'est-ce qui n'est pas dit dans cet exercice? Charlène, on voit la carte que on ne voit plus le PowerPoint. Désolée, je cherche le lien, mais j'arrive pas. Pardon. Voilà. Je l'ai sinon. Ah yes, tu peux le mettre du coup? Oui. Trop bien. Bah, alors, je ne fais plus rien. Normalement, c'est le bon, dites-moi. Et là, donc, je vous ai envoyé un lien sur lequel il y a les 6 cas qui vous sont proposés. Et donc, pour chaque cas, il faudrait... les questions sont rappelées à chaque fois dans les fiches Google Doc. Donc, le premier cas, c'est Flying Green.
avec plusieurs petites perles de greenwashing. Ensuite, on a l'aviation durable. Ensuite, on a le cas de l'aéroport de Nice. On vous les passe tous, mais il faudra en traiter Ouais. qu'un seul dans ce groupe, hein. Mais, Oui, oui, je vais. Ensuite, on a l'aéroport de Nice. Ensuite, on a une pub de Air Transat capturée récemment sur leur site internet. Le 5e cas qu'on vous propose, c'est le label Aérobio. Et le 6e cas, c'est à propos de la compagnie Voloterra, le truc proposé par Volotea qui s'appelle Voloterra. Et donc, ce qu'on vous propose, c'est de choisir un de ces cas-là. Vous pouvez l'écrire dans le chat et on va vous répartir dans les salles en fonction du cas que vous voulez étudier. Donc, avec votre sous-groupe, vous pourrez aller sur le lien du drive que j'ai envoyé. Je le remets. Vous aurez tout l'exemple qui sera déroulé, les questions qui sont rappelées. Vous pouvez écrire dedans vos réflexions si vous le souhaitez, ce n'est pas du tout obligatoire, mais si vous le faites, ça permettra de les mettre, enfin, que tout le monde les ait à disposition. Donc, dites-nous le cas que vous préférez et restez bien parce qu'après, on n'a pas terminé. Après le petit exercice, on pourra voir les façons de contrer les stratégies de greenwashing. c'est juste trop court. Et du coup, on va passer à la dernière partie. Donc, comment contrer ces stratégies de greenwashing? Alors, d'une part, on peut imaginer des actions créatives. Un truc marrant, par exemple, c'est ce qui avait été fait par Greenpeace France en 2021, je crois, qui avait repeint un avion Air France en vert. Donc, bon, c'est une action qui est quand même complexe à mettre en œuvre. Seul Greenpeace peut le faire, mais c'était vraiment très drôle parce que c'était dans un cadre où justement l'ancien ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, passait son temps à nous parler d'aviation verte et à nous faire croire que ça allait marcher. Donc là, très, très clairement, il n'y a pas vraiment beaucoup de fond en fait à apporter, juste l'humour de repeindre cet avion en vert et d'essayer de montrer en fait qu'il n'y a pas de fond, pas de preuves tangibles de la possibilité d'une aviation verte. Une autre action qui a été faite par Stay Grounded donc au sommet européen de l'aviation, c'était simplement d'interrompre en fait les débats avec un petit panneau, une petite affiche, Green Flying is an Illusion, donc voler vert, c'est une illusion, et donc avec un discours donc d'interruption de ce truc, de ce sommet. Et puis par ailleurs, la dernière photo que vous avez, c'est la photo de nos actions à Lille contre l'extension de l'aéroport, où en fait on avait fait des fausses pubs, donc des pubs qui montraient en fait la réalité du dérèglement climatique, donc des inondations, des catastrophes, des incendies, etc., tout en faisant porter la responsabilité à l'aéroport et en faisant croire que pour 29,90 €, vous pouviez vous payer cette inondation. Donc c'était écrit les pieds dans l'eau pour 29,90 € avec la charte graphique de l'aéroport. Voilà, donc ça, ce sont des actions qui sont parfois complexes, parfois faciles à mettre en œuvre et qui permettent avec peu de mots, en fait, d'aller détourner le greenwashing. Et comme parfois il est tellement manifeste, les gens ne sont pas dupes et donc le fait de voir quelque chose d'ironique va créer le décalage suffisant pour que les gens fassent ce pas de côté. D'autres actions qui ne sont pas des actions créatives, mais plutôt des actions réactives, ça va être de dénoncer ce greenwashing, soit publiquement. Donc, vous avez notamment à gauche la pétition de Romain, qui est un ingénieur de l'aéronautique, qui avait lancé, il avait lancé cette pétition contre le greenwashing d'Air France, en fait, Air France vendait sur son site internet une option environnement. Donc, en plus du billet d'avion, on pouvait payer une option qui s'appelait environnement, qui permettait de payer une partie, d'aider Air France a payé une partie de son carburant d'aviation durable, donc c'est Sustainable Aviation Fuels. Donc, d'une part, c'est complètement malsain parce que c'est pas aux consommateurs de payer ce carburant, en fait, c'est à Air France de le faire. Il y avait vraiment un surcoût très important. Et puis, par ailleurs, en fait, les petites lignes faisaient croire qu'on pouvait, qu'on avait un impact nul en achetant cette option. Et puis, il y avait une deuxième option qui était une option compensation. Et là aussi, on faisait croire qu'on avait un impact nul. Et donc, Romain, grâce à cette pétition, a obtenu gain de cause parce que la pétition a pas forcément monté énormément, hein. Vous voyez, elle est à 7 800
signature, mais grâce à la reprise média derrière et au fait que Air France tient à son image de marque, il y a eu une modification de l'offre par Air France. La deuxième pétition, vous la connaissez peut-être aussi, c'est la pétition greenwashing, contre le greenwashing de Skyscanner, donc qui est le moteur de recherche de vol. Et là, c'est Guillaume, qui est un entrepreneur de l'ESS dans le tourisme durable, qui a créé cette pétition parce que, en fait, parfois, Skyscanner affiche le vol le plus éco-responsable pour des vols, pour un Nantes-Paris qui passe par Madrid, je crois. Enfin bref, c'est complètement délirant. Et voilà, donc ça aussi, c'est une pétition qui est toujours en cours et qu'on espère voir aboutir un jour. Et puis, la dernière capture d'écran, c'est une explication de comment on dépose une plainte au JDP, donc au jury de déontologie publicitaire, qui est un organisme privé de la publicité elle-même. Donc ça a ses limites quand même, mais ça reste très facile en fait de déposer des plaintes. Et là, en l'occurrence, 2 plaintes contre EasyJet ont été reconnues comme fondées. Et vous avez un article sur notre site internet qui explique pourquoi et qui explique comment c'est réplicable en fait de recréer ce type de plainte pour empêcher la publicité de sévir à nouveau. Parce qu'après, ça influence en fait les autres publicitaires et en général, ils ne reproduisent pas tout à fait les mêmes pubs quand elles sont épinglées pour greenwashing. Donc voilà, ça répond peut-être un peu à ta question, Régis, quand tu disais la publicité, le nerf de la guerre. Effectivement, il y a vraiment quelque chose à faire au niveau de la pub. Et pour l'instant, comme on n'a pas de moyens forcément légaux, on utilise ces moyens-là, donc qui sont des moyens d'autorégulation avec leurs limites. Et puis, ça va plus largement dans le contexte global. Quelqu'un disait dans le chat tout à l'heure, de toute façon, il faut taxer le kérosène. Effectivement, finalement, il y a tout un tas de mécanismes à mettre en place contre le secteur, pour que le secteur aérien, en fait, réduise ses émissions de manière significative. Et donc, ça veut dire promouvoir les alternatives, les voyages en train ou en train de nuit, réinvestir massivement dans le train. Et puis, d'autres modes de transport, le bus, le voilier, ou bien partir moins loin. Et puis, mettre la pression sur les décideurs pour qu'un certain nombre de mécanismes de régulation soient mis en place. Donc, comme la lutte contre les exonérations fiscales, donc la lutte pour que le kérosène soit taxé, mais aussi contre les extensions d'aéroports, pour des taxes progressives sur les grands voyageurs, des taxes à partir du 2e voyage qui soient de plus en plus grosses en fait, et puis la fin des courts courriers. On sait combien ça rapporterait de taxer le kérosène en France. Je ne l'ai plus en tête le chiffre, donc je ne peux pas dire, mais une assez brève recherche sur Google, je crois, permet de tomber sur un article du Figaro qui l'a chiffré. Et c'est le Figaro en plus. Mais bref, donc oui, il y a des estimations là-dessus. Je te laisse regarder, Olivier, du coup. Et donc là-dessus, on a plusieurs ressources sur toutes ces mesures qu'il faudrait mettre en place et sur lesquelles, si ça vous dit de vous investir, de vous impliquer, n'hésitez pas à me recontacter ou à en discuter dans votre groupe local et puis progressivement à monter une campagne sur l'un ou l'autre de ces sujets-là. On a déjà un gros et assez fort réseau de lutte contre les extensions d'aéroports, mais il reste encore énormément de mesures sur lesquels on peut essayer de peser tout ensemble. Et puis, bien sûr, je vous renvoie du coup à ce fameux guide destination commune sur lequel est basée la plupart, ces formations qu'on vous propose. Bonsoir Vincent, pas de souci. Et donc, ce guide, je vous le redonnerai pour que vous puissiez le parcourir. Il fait 90 pages, mais c'est vraiment un bon livre de chevet pour les personnes qui souhaitent mieux parler de l'aviation, soit à leurs proches, soit plus largement au grand public pour essayer de faire changer de regard sur l'aviation. Et oui, Yves, c'est vrai, le voilier, c'est pour tout le monde, c'est très cher. Je suis d'accord. Il y a des coopératives qui se montent pour essayer de créer les conditions d'un voyage en voilier. Mais je suis d'accord. Pour l'instant, ça reste un marché de niche pour des privilégiés. Voilà pour ça. Est-ce que vous avez des questions sur ces choses-là, sur comment rejoindre le réseau, sur donner les formations?
Donc, ces formations-là, si vous souhaitez devenir formateur, formatrice, c'est avec grand plaisir. Il est tout à fait possible de s'approprier le contenu et ensuite de proposer ces formations où que vous soyez. Elles ne sont pas forcément faites pour être en ligne. D'ailleurs, on les fait en ligne parce que c'est bon, pour l'instant la méthode la plus simple que j'ai trouvée pour faire connaître le réseau, mais ça peut tout à fait aussi être sur place chez vous, ou bien si vous ne voulez pas vous former, mais que vous voulez quand même que quelqu'un vienne donner une formation chez vous, c'est aussi possible de nous contacter. Et si vous n'avez pas de questions, Capucine, vas-y. C'est pas vraiment une question, mais j'ai dit rapidement au début de la formation que j'étais porte-parole de NAD à Lille, parce que en fait, je me rends compte qu'il y a peu de gens qui sont à Lille, et donc c'est peut-être l'occasion d'en parler maintenant. Ils veulent doubler le trafic. Ils veulent doubler le trafic ils veulent doubler le nombre de passagers et de passagères d'ici 2039, et donc ce doublement du nombre de passagers et de passagères, ça va forcément impliquer une augmentation du trafic aérien. Et donc avec nous, à l'agrandissement de l'aéroport de Lille, on a entamé des actions en justice une action en justice pour demander la suspension, l'annulation de l'autorisation environnementale du préfet, et on mène aussi des actions sur le terrain pour essayer d'obtenir l'abandon de ce projet. Et donc, si jamais vous voulez nous soutenir, je vous mets le lien du formulaire d'adhésion. C'est aussi possible de faire un don, mais j'ai trouvé que le formulaire d'adhésion dans mes liens enregistrés. Donc, je vous mets ça dans le chat, et je vois qu'il y a quelques personnes de Lille. Si vous voulez qu'on en reparle, c'est avec grand plaisir. Voilà. Merci Capucine pour ce petit message qui vient à point. Et pour continuer à s'engager au niveau national, si vous le souhaitez, donc vous recevrez la présentation, et dedans j'ai mis 2 liens. Un lien qui permet de rejoindre la boucle de propagation. Donc on est à peu près 300, un peu plus, à s'envoyer des infos sur l'aviation qu'on souhaite propager. Donc faire transmettre sur les réseaux, partager, etc. Donc, n'hésitez pas, si jamais vous faites des actions sur l'aviation, à venir sur cette boucle et à y partager vos contenus. Et à l'inverse, quand vous ne faites pas d'action, mais que vous recevez des trucs, à les amplifier. Et puis, on a aussi un fil revue de presse, si jamais ça vous intéresse de travailler un peu sur le fond, d'avoir des news. Concrètement, on partage à peu près tous les articles qu'on trouve sur l'aviation et sur sa décarbonation éventuelle ou non. Et vous pouvez du coup me contacter ou venir sur ce lien pour devenir formateur, formatrice à votre tour, si jamais ça vous intéresse. Voilà, un très grand merci. Et les prochaines formations à venir, effectivement, c'est la pub. On aura une formation graphisme pour faire des magnifiques affiches de détournement. Ce sera le mardi 28 à 19h. Je ne vous ai pas mis le lien, je vous le mettrai, pardon. Et on aura la formation aux relations presse avec toujours la même équipe de Choc, Capucine et moi, le jeudi 13 avril. Si jamais dans votre groupe local, vous ne savez pas trop comment on s'adresse à la presse, comment on va chercher les journalistes pour qu'ils s'intéressent à nos actions, et venez, ça va être chouette aussi. Voilà. Merci à toutes et tous pour cette soirée. Et pas dispo le 28, ce sera enregistré, Régis, c'est pas grave. Tu peux t'inscrire, en vrai, je le dis pas parce que sinon après les gens viennent pas. Mais vous pouvez vous inscrire et vous recevez la vidéo à la fin. Voilà. Bonne soirée à tous et toutes et merci pour les compliments. Ça fait plaisir d'être ensemble. À bientôt. Salut, salut. Il y a une question on s'inscrit comment, Charlène? Ouais, je remettrai les liens dans mon mail de récap Martial. Donc il n'y a pas de souci. Ça va. Voilà. Salut. Bonne soirée. Bonne soirée à tous et à toutes. C'est génial. Merci beaucoup.